7 septembre 1855. Pour l'assaut de Sébastopol, division de la Motte Rouge. Les troupes de la division prendront les armes demain à 7h30 en tenue de combat. Képi, capote, épaulettes, guêtres blanches, pantalons dans les guêtres. On devra partir à 8h très précises pour se rendre aux tranchées. La soupe sera mangée à 7h au plus tard. Les 2 rations de viande distribuées aujourd'hui seront emportées de suite aux tranchées. Les hommes auront pour 36 heures de biscuits, 80 cartouches, et les petits bidons seront remplis d'eau. Le 91e enverra chercher demain à 6 heures du matin, au camp du Génie, 14 ou 15 outils qui seront répartis entre les 2 bataillons. Les havresacs seront laissés au camp, ainsi que les criméennes. Les bataillons partiront successivement et à petit intervalle, suivant le chemin qui leur sera indiqué par un officier d'état-major pour gagner les pentes du carénage, de manière à se trouver défiler autant que possible des hauteurs qui sont à l'autre côté de la rade. Les hommes porteront le fusil, la crosse en l'air, suspendu à l'épaule par la bretelle, la baïonnette dans le fourreau, pour se rendre sur le terrain, bien entendu. Il est expressément défendu aux hommes de quitter leur rang pour porter les blessés. Les musiciens marcheront avec l'ambulance légère de la division et seront employés au service des blessés. Le 8, à 7h du matin, la division s'est mise en route pour aller occuper sa place de combat. Nous sommes descendus par le ravin du carénage et remontés par le plateau qui est couronné par le Mamelon vert, attaqué et pris le 7 juin, et se termine par Malakoff à gauche et le Petit Redan à droite. La première brigade était placée dans la 6e parallèle et la 2e brigade dans la 5e, avec ordre de remplacer la première dès qu'elle aurait franchi le parapet. La première division, général de MacMahon, était chargée de l'attaque de Malakoff, la 4e division de l'attaque du Petit Redan à droite et la 5e division de l'attaque de la Courtine, qui joint Malakoff au Petit Redan. L'esprit de l'armée était admirable. Tous sentaient que le moment solennel était enfin arrivé et qu'il s'agissait de prendre enfin Sébastopol ou d'échouer pour toujours. Le sort de la campagne allait se décider et tout le monde répétait avec bonne espérance « Il faut en finir ». À 11h, le feu avait recommencé contre la place avec plus de vivacité encore que dans la matinée. Depuis plusieurs jours, on ouvrait de terribles canonnades contre la ville, comme celles qui avaient préludé aux grandes attaques. Les Russes devaient perdre beaucoup de monde, et ils ne devaient plus savoir quel serait le véritable jour de l'attaque. Ils avaient donc probablement retiré une partie de leurs troupes en arrière des ouvrages à défendre. Les blessés passaient nombreux à côté de nous, car l'artillerie de la place avait d'abord riposté avec vigueur. J'ai serré la main de quelques bons amis et d'anciens camarades que j'ai rencontrés sur la route et dans les tranchées, allant comme moi exposer leur vie pour satisfaire à l'honneur, comme les hommes l'ont entendu. Hélas, le lendemain, beaucoup d'entre eux manquaient au rendez-vous que nous nous étions donné pour nous féliciter sur notre victoire. À midi, le signal de l'attaque est donné par le général Bosquet, placé dans la 6e parallèle. Le feu de l'artillerie s'éteint sur certains points. Les autres batteries allongent leurs tirs et nous apercevons la première division qui franchit les fossés de Malakoff. La 4e division s'élance sur le Petit Redan et la première brigade de la 5e court à la Courtine. La fusillade s'engage de toutes parts et un cri de joie s'élève au milieu de ce silence solennel qui accompagne toujours l'approche d'un grand danger auquel on va être exposé. Le drapeau tricolore flotte sur Malakoff et sur le Redan, et quelques minutes après sur le milieu de la Courtine.
Le colonel commandait la brigade et je commandais le 91e. Dès que le mouvement de la 2e brigade est exécuté, nous nous précipitons pour la remplacer dans la 6e parallèle. Le mouvement est long et difficile à cause du peu de largeur des tranchées. J'avais reçu l'ordre de ne pas quitter la 6e parallèle sans un ordre formel. À peine un bataillon et demi est-il formé que commence un mouvement rétrograde de la 1re brigade, déjà maîtresse de la courtine. Je cherche vainement quelqu'un pour recevoir l'ordre de marcher à son soutien. La position devenait critique. Il était évident qu'un retour offensif des Russes menaçait le centre de notre ligne. Sans attendre que le 91e soit tout formé, je franchis le parapet et crie « En avant !» L'ordre formel de ne pas marcher avait été répété par moi-même. Seuls les quelques hommes placés auprès de moi avaient entendu. Le 2e bataillon déjà formé m'aperçoit à 40 pas en avant, courant au-devant des fuyards qui abandonnent la courtine. D'un seul bond, tout le monde franchit le parapet. Et bientôt je suis devancé par ces braves gens qui parcourent au pas de course le terrain semé de trous de loup qui nous séparent de la courtine. Ils se précipitent dans le fossé, ramenant avec eux ceux qui s'éloignaient, gravissent le parapet et engagent avec la colonne russe qui s'avançait en ordre une profonde et terrible fusillade. Les plus courageux se jettent dans les trous en avant, derrière les gabions renversés dans l'intérieur de l'ouvrage. Une autre colonne marchait pour reprendre Malakoff, sur lequel flottaient déjà 3 drapeaux qui ne l'ont plus quitté. Une 3e colonne s'avançait vers le petit Redan. 3 fois, nous vîmes au travers de la fumée le drapeau tricolore abattu et relevé. Enfin, il ne reparut plus. La 4e division, cédant sous l'effort de cette colonne, fut obligée d'évacuer le petit Redan. La colonne russe qui avait marché pour reprendre la courtine et s'était déployée devant nous, écrasée par notre fusillade à laquelle elle répondit longtemps avec un sang-froid et une immobilité comparable à celle d'une manœuvre, fut obligée de plier à son tour. Ces débris, protégés par le feu de batterie placé derrière et par celui des bâtiments à vapeur de la rade qui nous écrasaient de mitraille, se retirèrent du côté de la gorge de Redan. 2 malheureuses batteries de campagne de la 5e division, envoyées imprudemment, pour ne pas dire autre chose, en avant du Redan pour soutenir les attaques que l'on voulait recommencer, furent à peu près détruites. Leurs débris se retirèrent, abandonnant des caissons qui sautaient. Les Russes avaient repris le Redan, et la courtine se trouvait complètement enfilée par la fusillade qui en arrivait. Notre position n'était plus tenable s'ils n'étaient pas inquiétés par une nouvelle attaque. Leur nombre grossissait malgré notre fusillade, qui prenait en flanc ceux qui rentraient dans cet ouvrage. Et de Malakoff, un feu bien nourri pleuvait encore sur eux. Monté sur le parapet, je réfléchissais, comme on réfléchit au milieu de pareilles bagarres, à ce qui allait arriver lorsque les réserves de la 4e division ou d'autres troupes débouchent de la 6e parallèle et viennent tenter de reprendre le Redan. Frappé au bras droit par un Biscayen, je souffrais beaucoup. J'avais été forcé de découdre ma tunique qui ne pouvait plus contenir mon bras. Je suivis longtemps ces attaques décousues qui nous coûtèrent bien du monde et furent toujours repoussées. Le Redan fut défendu avec rage. Il fut impossible de le reprendre. Je m'étais assis le long du parapet près de quelques gabions enflammés, à côté de mon colonel et de quelques officiers. Le drapeau du 91e était à côté de nous. Aveuglé par la poussière que nous chassait un vent violent et par la fumée des gabions, je m'éloignais dans la direction de Malakoff. J'arrivais à peine au fossé dans lequel débouchaient plusieurs fourneaux de mines dirigés contre nous, et que les Russes n'avaient pas eu le temps de charger, qu'une explosion épouvantable se fait entendre. Le magasin à poudre sur lequel brûlaient depuis longtemps les gabions que je venais de quitter depuis quelques minutes avait sauté, projetant dans l'air une masse énorme de terre et de pierres.
Je me précipitai dans le fossé de Malakoff et m'enfonçai la tête sous une pierre qui faisait saillie pour m'abriter contre cette avalanche qui obscurcissait le ciel. Je fus sauvé. Seuls quelques débris m'atteignirent. J'en fus quitte pour des déchirures nombreuses à ma tunique et quelques contusions légères. Une panique avait saisi bien des hommes qui fuyaient. Enfin, l'ordre se rétablit, c'est-à-dire que le désordre du combat régna seul. Quelques minutes après, je vis passer mon pauvre colonel, porté par ses soldats. Il me recommanda le drapeau. Je dirai plus tard où je l'ai retrouvé. Je descendais le fossé de la Courtine, me dirigeant vers le lieu du sinistre, lorsqu'un capitaine d'état-major vint de la part du général de la Motte Rouge, qui venait d'être blessé, me remettre le commandement de la division, dans laquelle je restais le seul officier supérieur. J'envoyai un adjudant-major au général Dulac, qui commandait le 2e corps en remplacement du général Bosquet, blessé depuis longtemps, pour lui expliquer que la défense de la Courtine devenait impossible si le petit Redan était armé de nouveau par les Russes avec quelques pièces de campagne dont la mitraille enfilait complètement le fossé. Je demandais à me replier avec les débris de la division vers Malakoff, au cas où je ne pourrais plus tenir la Courtine, ni la flanquer d'embuscades, ni la rendre aussi inhabitable pour l'ennemi que pour nous. On me répondit que l'on me laissait libre d'agir suivant les circonstances, et que le général en chef plaçait sous mes ordres les 2 bataillons de la garde qui concouraient avec nous à la défense de la Courtine. Je ralliai autour de moi ce que j'ai pu rencontrer de débris du 91e, mélangés aux divers régiments qui combattaient pêle-mêle au milieu de cette bagarre dans laquelle toutes les réserves avaient donné, et où l'on se fusillait sur place pour garder les positions conquises ou reprises. Les rangs s'éclaircissaient continuellement. Les forts du Nord tiraient depuis le matin sur nous des obus et des boulets. La fusillade du Redan blessait énormément de monde. Il fallut rester là jusqu'à la nuit. Je devais donner l'exemple et d'ailleurs, nous avions un terrible et pénible devoir à remplir. La mine qui avait sauté sous nos pieds avait enfoui un grand nombre d'officiers et de soldats de divers corps. Pendant quelques heures, il a fallu travailler dans cette dangereuse position pour retirer de dessous les décombres ceux que l'on supposait encore vivants. Combien de braves gens sont encore tombés près de moi en cherchant à sauver de malheureux camarades. Je n'ai pas besoin d'écrire les détails de cette terrible soirée, pendant laquelle j'ai rencontré de la part du commandant Pessard, frère du général, un concours bien courageux et dévoué. Quel noble dévouement de la part de quelques soldats dont j'ignore les noms. Enfin, la nuit était trop obscure. Il n'y avait plus d'espérance de retirer des vivants. Je donnai l'ordre de se replier vers Malakoff. Les rangs étaient bien éclaircis. Il nous fallut marcher sur les cadavres qui encombraient le fossé de la Courtine et entendre les plaintes des malheureux blessés que nous foulions aux pieds sans le vouloir et que nous nous trouvions dans la cruelle nécessité d'abandonner sans pouvoir les secourir. Le drapeau du 91e devait être enfoui au milieu des décombres, entouré d'officiers et de soldats. Il fallut s'éloigner sans l'emporter. Il y avait bien assez de victimes déjà. En arrivant au fossé de Malakoff, je rencontrai le général Janin, qui venait prendre le commandement de la 5e division. Les dispositions que j'avais arrêtées furent approuvées par lui. La garde resta chargée de protéger le travail du génie. La fusillade cessa de tous côtés. Ce qui restait de la 5e division fut placé dans la 6e parallèle, se liant avec la garde de Malakoff, dans laquelle on avait fait entrer une nouvelle brigade. Le silence régnait partout, et nous veillions, attendant peut-être une attaque des Russes, peut-être une explosion nouvelle de mine. Le soldat qui portait mon manteau avait été tué. Mon ordonnance n'avait pu me retrouver,
J'avais mangé quelques provisions apportées à un adjudant-major qui les avait partagées avec moi, voyant que mon dîner ne me parviendrait pas. L'air humide et froid de la nuit m'avait saisi. Je grelottais malgré toutes mes excursions pour me réchauffer un peu. Que se préparait-il? Quel serait notre lendemain? Avec quelle fiévreuse avidité mes yeux interrogeaient-ils l'obscurité de la nuit? Enfin, vers 11 heures du soir, une lueur sinistre éclaire tout à coup le ciel en face de la courtine. Une explosion se fait entendre, un magasin à poudre venant de sauter. Quelques instants après, une masse noire énorme s'élève dans les airs, éclairée en dessous par une immense colonne de feu. Une terrible commotion ébranle tout autour de nous. J'étais alors près de la gabionnade double qui entrait à Malakoff. Le petit Redan tout entier venait de sauter dans les airs, projetant au loin une masse énorme de terre, de pierres, de débris de poutres. Nous nous blottîmes contre la gabionnade pour éviter cette avalanche qui venait nous trouver à près de 600 mètres. J'en fus quitte personnellement pour de la terre sur le dos et les membres. Mais dans la 6e parallèle en face du Redan même, il y eut bien des victimes. Ce Redan, tant disputé pendant la journée, était donc évacué par les Russes. Nous n'avions plus à redouter d'attaque de ce côté. Mais nous étions sur ce fameux Malakoff qu'on savait miner si complètement. Dans de pareils moments, on attend que la volonté de Dieu s'accomplisse. Quand il n'y a plus de moyens de salut, on baisse la tête et on se résigne intérieurement. Des lueurs rougeâtres éclairaient l'horizon au-dessus de la ville. Je montais sur le point culminant de Malakoff. Des traînées de poudre brûlant avec la rapidité de l'éclair répandaient l'incendie de toutes parts sur les bords de la rade à nos pieds. Bientôt les flammes parurent sur les hauteurs où se trouvent les plus beaux monuments de Sébastopol. Un immense et sinistre incendie achevait de dévorer ce que les Russes n'avaient pu détruire de cette malheureuse ville. Des explosions continuelles annonçaient la destruction de tout ce qui subsistait encore. Il était évident que l'ennemi renonçait à défendre la ville sud, puisqu'il la détruisait et faisait sauter une partie de ses fortifications intérieures. J'ai su depuis que Malakoff, miné avec plus d'art encore que tout le reste, n'avait été sauvé que par le miracle. Nous étions 10 000 hommes, peut-être voués à une destruction certaine, et nous ne devions notre salut qu'au hasard, qui fit couper le fil électrique conducteur par les hommes qui piochaient pour éteindre le feu allumé dans l'intention d'enfumer les Russes fanatiques enfermés dans la tour et qui refusaient de se rendre. Si ce fil conducteur n'eût pas été rompu, il est certain que la 1re division et la 5e étaient détruites pendant le jour, à l'heure où sauta la mine de la Courtine, et qu'un désastre immense attendait l'armée française. Si la rupture du fil conducteur qui devait allumer les mines de Malakoff, dont on a retiré depuis au moins 25 voitures de poudre, eût été connue dans la soirée du 8 au 9, que d'inquiétude il nous eût épargnés. Le 9 septembre au matin, nous vîmes les vaisseaux couler, le pont de radeau rompu, quelques vapeurs transportant encore des troupes ou des blessés, et Sébastopol, brûlant au-dessous d'une épaisse colonne de fumée. Qui pourrait peindre un spectacle pareil à celui de la journée précédente, de celle qui l'a suivie, et dire quelles furent nos émotions en présence de ce triomphe immense que nous avions payé du sang de tant de nobles victimes. Il faudrait des volumes pour redire ce que l'on a vu. Je l'oublierai difficilement, je le suppose. Le souvenir de profonde affection pour ma famille et d'espérance de la revoir un jour vint un peu dilater mon cœur encore serré par tant d'émotions diverses. Et puis il fallut revenir encore à la nécessité de notre position. Les malheureux blessés, dont nous avions entendu les plaintes et les gémissements toute la nuit, réclamaient du secours,
nous pouvions songer à en soulager au moins quelques-uns. Enfin, je reçus l'ordre de rentrer à notre camp, avec ce qui restait du 91e. J'allais sous les décombres chercher notre drapeau, enfoui à plus de 6 pieds, sous des masses de cadavres. Vers 9 heures du matin, je rentrais au camp du moulin d'Inkerman avec 4 officiers et une centaine de soldats, rapportant le glorieux drapeau du 91e, lacéré par les balles et la mitraille, et brisé encore par sa terrible sépulture de 16 heures. En traversant les camps français, nous reçûmes une ovation de la part des soldats qui saluaient notre aigle brisé et notre drapeau sanglant. Les Anglais nous regardèrent avec un flegme que je ne veux pas qualifier. Sentaient-ils donc enfin que c'était l'armée française dont l'héroïsme avait pris Sébastopol et que leur vieille morgue britannique devait s'incliner devant nos petits soldats? S'ils n'ont rien su prendre les armes à la main, ils ont toujours bien su piller après notre victoire. Et les journaux s'amusent à parler de l'union de 2 armées. Rentré sous ma tente, en présence des quelques préparatifs que j'avais faits dans la nuit du 7 au 8, si je ne devais pas revenir, je remerciai Dieu qui ne m'avait pas séparé pour toujours de ma famille. Pourquoi n'est-il pas possible à l'homme de prier toujours avec autant de ferveur? Je pus enfin faire panser mon bras droit malade. Je suis bien heureux de ne pas l'avoir eu cassé. Il m'a fallu bien des efforts et du temps pour parvenir à écrire à ma pauvre femme et à ma famille et à mes amis que la nouvelle télégraphique de la prise de Sébastopol allait jeter dans une inquiétude si profonde. Extrait de l'historique du 91e de ligne. Le 8 septembre 1855, à la prise de Sébastopol, le 91e de ligne, refoulant les colonnes russes, s'installe dans la courtine du redan de Malakoff, où il combat toute la journée. Le drapeau du régiment avait été planté sur le parapet au-dessus d'une poudrière. Tout à coup, retentit une terrible explosion saluée par les hurrahs des Russes. La poudrière venait de sauter. Le parapet est renversé dans le fossé et le drapeau est enseveli dans le gouffre. 9 officiers, messieurs Tellier, chef de bataillon, Lasserre, capitaine adjoint-major, Ruche, Gillot, capitaine, Joly, lieutenant, Ganichon, porte-drapeau, Anglade, Blanc et Gautier, sous-lieutenant, disparaissent sous cette avalanche qui recouvre également une partie des défenseurs de la courtine. Le lendemain, dès qu'il fit jour, le lieutenant-colonel Becquet de Sonnet réunit ce qui lui restait de soldats valides dans le régiment pour déterrer l'aigle. Les hommes, brisés de fatigue, retrouvèrent de l'ardeur et commencèrent cette tâche pénible. Après un travail de 3 heures, le drapeau reparut enfin au fond du fossé, entouré des cadavres de ses défenseurs. Le porte-drapeau Ganichon tenait encore dans ses mains, raidi par les convulsions d'une horrible mort, ce symbole de gloire dont la garde lui avait été confiée. L'aigle était détaché, la hampe brisée, les franges déchirées et sanglantes. À 9 heures du matin, 296 hommes, derniers débris du régiment, et 5 officiers, messieurs Becquet de Sonnet, lieutenant-colonel, Thiolet, capitaine de grenadier, Anouilh, grand valet, capitaine adjoint-major, Mermet, sous-lieutenant, rentraient au camp, escortant ce glorieux étendard, salué au passage par les cris enthousiastes des divisions de réserve venues pour prendre la garde de notre conquête.